Vincent Benzo est donc là pour animer cette table ronde qui va plus particulièrement parler de la question de la démocratie sanitaire, de la représentation des usagers dans la question du soin, au travers plusieurs intervenants qui vont vous être présentés. Alors donc bonjour à toutes et à tous. Cette première table ronde de la journée s'appelle Droit, pouvoir et démocratie sanitaire. Donc, démocratie sanitaire, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu pendant ces deux journées et que vous aviez déjà sans doute entendu avant. Mais je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de commencer par préciser un petit peu ce qu'on entendait par démocratie sanitaire, parce que pour ma part, c'est un terme que j'entends depuis très longtemps, mais dont je connaissais pas réellement la signification précise. Donc en fait, la démocratie sanitaire, ça a principalement en fait deux axes. La participation des usagers aux décisions concernant la prise en charge, leur prise en charge, et les essais cliniques qui les concernent. Donc là, on voit bien comme des associations comme ACT UP ou AID ont pu être pionnières dans ce domaine-là. Il y avait Olivier Doubre hier qui parlait aussi des EGUS, qui avait un peu cette volonté-là de faire participer les usagers aux décisions qui les concernent. Et l'autre dimension, c'est la reconnaissance législative des droits des patients. Il y a une analyse qui consiste à dire que en fait, la démocratie sanitaire transfère ce qui relevait avant du devoir déontologique des médecins vers les droits des patients, des malades, des usagers, des assurés sociaux. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, ça se décline en fait sur plusieurs dimensions. Donc ça a été initié par, ça a été dit tout à l'heure, par la loi de 2002 avec le décret de 2004, hein, on parle bien de la même loi, cette loi qui a lancé les CVS, les conseils de la vie sociaux, donc les conseils de la vie sociale, qui sont des instances qui permettent la représentation des usagers pour garantir leurs droits et participer au fonctionnement de l'établissement. Donc on connaît dans les structures addicto, mais qui ne sont pas propres aux structures addicto, et dont Estelle Sarrazin va nous parler aujourd'hui dans son intervention. Ensuite, la démocratie sanitaire a été entérinée par la loi de 2016, la loi récente de modernisation du système de santé publique, qui, entre autres, rend obligatoire la représentation des usagers dans les instances de gouvernance des agences sanitaires nationales. Donc on a parlé plusieurs fois de ASUD qui siège à la commission des stupéfiants, on en reparlera. Qui institue aussi la formation et l'indemnisation des représentants des usagers et qui institue des nouveaux droits comme le droit à l'information sur le coût des prestations de santé ou le droit à l'oubli, ce qui peut être quelque chose d'intéressant pour les usagers de drogue, le fait d'un moment, si vous avez été traité à la méthadone par exemple, qu'à un moment vous puissiez sortir des bases de données. Donc on imagine les difficultés que ça peut poser la démocratie sanitaire, les freins qu'il peut y avoir. Donc le premier, c'est comment convaincre les professionnels de santé qui détenaient quand même, on en a parlé hier, et qui détiennent toujours d'ailleurs un certain pouvoir, comment les convaincre de l'utilité de cette démocratie sanitaire. Donc là, je pense qu'Alain Morel nous donnera des pistes de réponse dans son intervention sur l'utilité de la coopération usager-professionnelle comme outil de transformation sociale et culturelle. Ensuite, on aura aussi un exemple de réussite de l'Alliance Usagers-Médecins avec Marion Gaud de l'association Aube, donc une association qui travaille sur le baclofène et qui est une association dont il y a au moins une chose que je trouve très intéressante au niveau de l'Alliance Médecins Usagers. J'ai vu sur votre site que c'était une association composée de 55% de malades, de patients, de 25% de médecins, et de 20% de proches de malades. Ça, cette question des proches, je trouve que en ce qui concerne l'usage de drogue, les proches on n'a pas d'association de proches d'usage de drogue, à part Parents contre la drogue, etc. On en a, mais elles sont vraiment du mauvais côté. On voit que dans d'autres pays, les proches d'usagers de drogue, notamment les proches de victimes d'overdose, les parents, etc., peuvent se mobiliser en ayant un discours différent, et que c'est quelque chose qui a une forte, justement, un très fort outil de transformation sociale. Ah ben, parfait, très bien. Je vois par exemple, il y a en Angleterre, il y a une mère dont la jeune fille a fait une overdose de MDMA et est décédée. Et quand elle passe à une heure de grande écoute à la télévision en disant que s'il y avait eu de l'analyse de drogue, bah, sa fille elle serait encore en vie, c'est un peu difficile pour les pouvoirs publics d'aller contre quand c'est une mère qui dit ça, quoi. Plus difficile en tout cas que quand c'est nous.
Donc ensuite, au niveau des difficultés, on imagine aussi les difficultés à articuler cette démocratie sanitaire avec une activité comme l'usage de drogue, qui est vraiment au carrefour entre la maladie, la santé et puis la délinquance. Et pourtant, on voit que là aussi, les choses changent avec, par exemple, l'Observatoire du droit des usagers, l'ODU, d'ASUD, qui est financé par les pouvoirs publics pour défendre le droit des usagers, dont Georges nous parlera aussi. Donc voilà, je laisse la parole. Alors, bonjour, moi je suis Marion Gaud de l'association Aube des usagers du baclofène, qui regroupe effectivement patients, médecins, proches de patients, sympathisants depuis 2010. Alors j'ai souhaité intervenir maintenant parce qu'en fait, par rapport au TSO, il y a des similitudes vraiment importantes avec le baclofène, l'histoire du baclofène, et puis des divergences aussi de point de vue, notamment sur la maladie, parce que la maladie a été un point d'appui justement pour les alcoolodépendants, pour effectivement sortir de la culpabilité, et et le baclofène a permis de décréter, oui, on est vraiment malade en fait, puisqu'on a droit à un traitement qui existe. Mais je vais développer après, parce que c'est assez intéressant, il peut y avoir un débat. En fait, l'histoire du baclofène, elle commence justement avec un malade qui était un médecin, donc à une double casquette, Olivier Ameisen, qui était à la fois un grand cardiologue alcoolique. Donc je pense aussi que la personnalité d'Olivier Ameisen a influencé toute la suite de l'histoire du baclofène. Parce que l'histoire du baclofène, elle réunit des patients et des médecins. Alors c'était le cas pour les TSO aussi, hein, mais à la base, le fait que Olivier Ameisen soit à la fois alcoolique et médecin, ça influence vraiment la suite de l'histoire. Alors je ne sais pas si vous connaissez si je résume un peu l'histoire d'Olivier. Alors Olivier Ameisen, voilà, donc il était cardiologue, brillant et en même temps très très sensible et peu sûr de lui. Il a un frère qui est connu, qui est Jean-Claude Ameisen, qui est très doué. Enfin bon, et il est très complexé. Il avait beaucoup de mal à exercer sa profession. Pourtant, il avait un cabinet à New York, voilà. Et il s'est mis à boire à la trentaine à peu près. Et il est tombé vraiment très 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 bas avec des alcools forts très vite. Il a fermé son cabinet parce qu'il se sentait plus capable de soigner, pour se soigner, et il a pris en main les choses et il a fait cure, post-cure, réunion d'alcooliques anonymes tous les jours, pendant une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années. Il n'a fait que se soigner, rechute sur rechute après chaque cure et post-cure. Et lui, son postulat, c'était que si on me dit que je suis malade, c'est qu'il y a aussi un problème neurobiologique dans cette pathologie et que donc on doit pouvoir trouver un traitement qui marche dessus. Voilà, hein, c'est le postulat. Et ce n'est pas de ma faute, c'est qu'il y a un dérèglement, parce que on considère la maladie alcoolique aussi comme une maladie de la volonté, hein, c'est ce qu'on voit chez les alcooliques anonymes, l'abstinence, le tout abstinence, sans abstinence t'es foutu, puis les alcooliques anonymes, il y a une forte influence religieuse, les 12 étapes, etc., etc. Il n'y avait que ça, quoi, hein, pour les alcooliques. Donc justement, le fait de se dire peut-être qu'un jour, il y aura une molécule qui va m'apaiser, qui va réparer quelque chose qui est cassé chez moi, dans mon cerveau, eh bien, ça va prouver que c'est une maladie, en fait, et ça va me déculpabiliser. Et il était sûr qu'on allait trouver ça. Et en fait, c'est une amie à lui qui lui a envoyé un article sur le baclofène, testé sur des rats rendus alcoolodépendants. Et alors, donc, testé 12 dépendants, donc à haute dose ou à petite dose, parce que le baclofène est un traitement dose dépendant. Donc, il peut marcher à petite dose, il peut marcher à moyenne dose, et parfois à haute dose, ça dépend vraiment du patient, en fait.
Donc, et les rats qui prenaient du baclofène n'avaient plus d'appétence pour l'alcool. C'est-à-dire, il y a une action sur le craving. Le craving, c'est le besoin compulsif de consommer. Donc, il y avait une action évidente sur le craving chez les rats. On sait que quand les études sont faites chez les rats, en général, elles peuvent fonctionner sur l'humain. Il a commencé à faire des recherches sur Internet. Il s'est aperçu qu'il y avait un cocaïnomane qui était traité pour autre chose, qui avait eu un accident et donc qui avait des spasticités, des contractures, hein, parce que le baclofène au départ est un décontractant musculaire qu'on prescrit pour la sclérose en plaques et d'autres contractures dues à des accidents, enfin voilà. Et donc ce cocaïnomane était traité pour un accident sur la moelle épinière, je crois. Il avait des contractures au baclofène, il a pris d'assez haute dose et il s'aperçoit qu'il n'a plus de craving pour la cocaïne. Alors ça a été relaté, puis il y a eu beaucoup... Et puis Olivier Mézen s'aperçoit que des études ont été faites déjà sur le baclofène, en Italie notamment, mais à petite dose, mais qu'il y a quand même un effet, qu'on relève quand même un effet même à petite dose chez certains sur le craving. Et de fil en aiguille, il compulse tous ces documents scientifiques et il décide de tester sur lui-même en le prenant, en augmentant, comme ça a été fait chez les rats, pour atteindre le moment où il n'aura plus de craving. Il décide de le tester. Avant ça, il prend quand même l'opinion de pas mal de gens pour savoir jusqu'où il peut augmenter. Donc, a priori, il voit qu'on peut augmenter jusqu'à 300 mg sans courir de grands dangers. Et donc, il commence à s'auto-administrer du baclofène. Et il monte jusqu'à 270 mg par jour. Et là, 270 mg, plus de craving. Il finit pas son verre. Il a plus le déclic, la pensée alcool, plus du tout. Quand il passe devant les rayons alcool, quand il voit les autres boire un verre, donc il se dit, là j'ai trouvé un truc qui va pouvoir sauver des millions de vies sans doute. Et il écrit il écrit son propre cas dans une grande revue, en espérant en fait que la communauté scientifique et la communauté surtout des addictologues va évidemment pousser pour qu'il y ait des essais à haute dose, enfin à dose dépendante très très vite. Et ça c'était en 2004. Il est soutenu par Jean Dosset, qui est un prix Nobel de médecine. Il est soutenu par beaucoup de gens, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Il y a bien un essai public qui est envisagé en France, mais seulement à 90 mg, et puis en fait l'hôpital public n'a finalement pas le financement pour le conduire, donc rien. Donc il décide d'écrire son livre, Le Dernier Verre, qui est paru en 2008, dont vous avez sans doute entendu parler. Et c'est un livre grand public, donc, et ce sont effectivement les patients. Alors ça a été relayé par des journaux quand même sérieux, hein, parce qu'il a quand même eu le soutien du Monde, et il y a eu des articles dans Le Monde et dans Science et Avenir. Donc ça a été, donc les patients ont sauté sur ce livre. Il s'est vendu à 40 000 exemplaires très très vite en 2008, et les proches de patients aussi, en se disant que ça allait être une solution intéressante. Et en 2008, donc, les patients qui ont lu le livre se sont dit mais oui, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Alors, souvent, c'était des patients qui avaient tout tenté avant. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il y a le point de vue du malade. Donc, il y a effectivement la description de la pathologie, de son fonctionnement. Et en même temps, il y a un point de vue très rigoureux sur le plan scientifique, puisqu'il explique, il raconte toute sa recherche et comment il s'est auto-administré la molécule et sur quoi ça agit. Alors on sait que ça agit sur un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA-B. Et il y a d'autres molécules
qui agissent sur ce neurotransmetteur qui sont le GHB et le phénibut. Alors ce sont deux molécules qui ont été utilisées en Italie, le GHB, pour lutter contre le craving alcoolique, et le phénibut en Russie. Et ils agissent de la même façon que le baclofène. Donc ça corrobore quand même qu'il y a bien un déficit neurobiologique sur ce neurotransmetteur, sur le plan du craving, qui peut être traité par une molécule, voire plusieurs molécules. La différence avec le GHB, c'est que le GHB, bon, on appelle c'est la drogue du violeur, entre guillemets, et qui a non, on appelle ça comme ça, c'est comme ça. Enfin, non mais pas nous, je veux dire pas moi. Pas moi. Je veux dire le débat après. Après, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, vous êtes d'accord? Voilà. Donc on appelle ça, enfin. Dans le grand public, les médias appellent ça comme ça, c'est comme ils ont dit que c'était une molécule miracle, le baclofène, bon, voilà, les médias appellent ça comme ça, mais il y a une dépendance en fait avec le GHB qu'il n'y a pas avec le baclofène, voilà, c'est pour simplifier. Et donc, à partir du moment où le livre a été publié, les malades qui l'ont lu se sont retrouvés sur un forum sur Internet, sur e-santé, et on commençait à se demander, à essayer de se le faire prescrire, en fait, et c'était la grosse difficulté. Donc, dans le bouquin, il y avait Olivier Amezen, il citait deux médecins qui le prescrivaient, dont un en Suisse, et puis Renaud de Bourpère, qu'il a testé dans son hôpital psychiatrique de la région parisienne, de Villejuif. Et donc, ces deux médecins étaient cités, et donc, les patients se sont précipités chez ces deux médecins. Alors tous les patients français sont allés en Suisse. Renaud de Bourpère a dû ouvrir une consultation après la sortie du mercredi, entièrement consacrée au baclofène, alors que ce n'était pas sa spécialité. Il y en a d'autres qui ont suivi. Il y a Philippe Jory qui a conduit les essais et puis qui était bien qui était aussi impliqué dans les TSO, Philippe Jory au départ. Et ensuite, il y a Bernard Joussaume, qui est un médecin de Bandol. Et là, c'est une proche de patient, la mère d'un de ces malades, qui lui a fait lire le livre. Et il a décidé de tenter la prescription. Et puis, il y a une juge qui s'appelle Elisabeth Borel, que vous connaissez sans doute pour une autre histoire, qui s'est intéressée au livre et qui a fait rencontrer Olivier Amezen et Bernard Joussaume. Pendant ce temps, les patients sur Internet commençaient à parler d'associations et à monter leur propre forum. Et Bernard Joussaume, avec un patient, avec Elisabeth Borel, ont projeté de monter aussi une association. En fait, tout ça s'est retrouvé sur Internet. Donc, les patients ont monté leur propre forum en 2009 et on a créé cette association avec Bernard Joussaume, début, Olivier Amezen au départ, et puis Elisabeth Borel, tout début 2010. Ça a été, bon, alors le baclofène, ça a intéressé beaucoup les médias, hein. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, hein. Et la première chose qu'on ait faite, c'est de monter des colloques. On a monté 4 colloques, je crois, en 2 ans, pour faire parler du baclofène et on a commencé assez tôt à penser à une RTU. Alors il y a beaucoup de médecins qui ont quand même rejoint le mouvement. Donc notre association, en fait, la particularité, c'est comme vient d'Olivier Amezen, c'est qu'elle regroupe dès le départ des médecins et des patients, ce qui est assez rare en fait, hein, d'avoir les deux sur la même ligne. Donc on a monté cette association avec un médecin. Je pense que sans médecin, ça aurait été compliqué pour les patients qui sont alcooliques, parce que les alcooliques, il n'y a pas de revendication, il y a une honte profonde. Il n'y a pas de revendication un peu comme ce qu'on peut voir, une sorte de fierté, enfin, de fierté entre guillemets, quoi, de revendication. Moi, je suis comme ça, je suis différent, j'assume, et les alcooliques, ils n'assument pas. Et parce que la société, je pense, et je le dis, hein, je le suis, donc je peux le dire, hein, moi je vis dans un village, personne ne le sait, hein, voilà. Donc je suis une femme et personne ne sait que je fais partie de cette association.
Et donc c'est très très difficile aussi de les fédérer, qu'ils se montrent. Parce que bon, l'alcoolisme, c'est quand même... alors est-ce que c'est sociétal l'alcoolisme? Là c'est la question, hein. Parce que l'alcoolisme ça existe depuis que le vin existe, hein, donc... on peut pas se dire que c'est la modernité, que c'est... voilà. Alors oui, c'est sans doute sociétal, hein, l'alcoolisme. Parce qu'il y a les lobbies alcooliques derrière, il y a la culture du vin, il y a tout ça. Mais les chiffres de l'alcoolisme, ils ne bougent pas depuis qu'on commence à traiter l'alcoolisme. Donc les chiffres de mortalité, c'est quand même... alors c'est 130 morts par jour, 50 000 par an. Alors c'est peut-être aussi une différence assez fondamentale, parce que je crois que la mortalité, elle est très forte, j'imagine, pour les drogues dures. Mais le nombre est moins important, en fait. Voilà, en fait, le nombre est moins important. Donc là, on est devant... nous, quand on a monté cette association, d'abord, la première chose, c'était de revendiquer d'être malade, contrairement... Et je me rappelle qu'au THS de Biarritz, on avait eu une discussion comme ça avec quelqu'un d'Assud, je crois. Il disait « Ah mais non, mais moi je suis pas malade, je suis différent. » Alors moi je disais « Bah si, moi je suis malade. T'es pas malade toi ?»« Bah si, moi justement je suis malade en fait, j'ai compris que j'étais malade. Et je suis contente parce que du coup j'ai une solution. Et ce n'est pas de ma faute. » Et nous, tout notre discours, ça a été ça. Ça a été de dire « Alors, vous dites qu'on est malade, et ben soignez-nous, il doit y avoir une molécule. » Et en fait, le problème, c'est que le baclofène, eh ben, il a été rejeté par tout le monde de la dictologie. Enfin, le monde de la dictologie a été très, 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 très méfiant. Alors que nous, on pensait que les portes allaient s'ouvrir, quoi. Eh ben non, ce sont les médecins généralistes et les psychiatres qui ont commencé à le prescrire. Et les grandes instances officielles étaient très méfiantes, la SFA était très méfiante, la Société française d'alcoolologie, et on était en but avec des gens alcoologues qui nous disaient « Vous êtes malade ? Mais non, ça c'est pas bien de prendre un médicament, parce que c'est sociétal, c'est voilà. Donc c'est autre chose votre maladie. » C'est intéressant, hein ? Et nous, on l'a vécu complètement différemment. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote, la mienne en fait. Parce que le jour où j'ai décidé de prendre rendez-vous dans un centre d'addictologie, enfin, je me sentais super en danger. Je savais que j'allais être confrontée à une situation familiale où il y avait beaucoup d'alcool et j'avais très 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 peur de sombrer. Et donc j'ai fini par... J'avais déjà fait beaucoup de thérapie, de psychothérapie, je sortais de psychothérapie, tout ça. Et je vais consulter, et là je rencontre une infirmière qui me dit, mais alors je lui dis, voilà, il faut absolument m'aider, je me sens en danger. Elle dit, ah non, mais ne pensez pas tout de suite à arrêter de boire, alors que moi je voulais tout de suite arrêter, quoi. Ah, il faut d'abord réfléchir à pourquoi vous buvez. Non mais... Madame, j'ai fait 15 ans de thérapie avant. Alors je sais pourquoi je bois. Mais ça ne change rien, je veux dire. Là, je me sens en danger immédiat. Alors dans 15 jours, vous aurez rendez-vous avec un nutritionniste. Et puis dans un mois, vous aurez rendez-vous avec un gastro-entérologue. Et puis après, on verra. Commencez par prendre de bons petits déjeuners. Et je suis sortie de là, je ne vous dis pas, j'étais absolument désespérée, quoi. Mais vraiment, hein. Le hasard a fait que j'ai acheté Le Monde ce jour-là, c'était en 2009, et que dans Le Monde, il y avait une pleine page sur le baclofène. Et que le psychothérapeute que j'avais vu avant m'avait parlé d'une molécule, m'avait écrit le nom d'une molécule sur sa carte de visite en me disant « Mais je crois qu'il y a quelque chose qui aide à réduire l'alcool. » Et moi, j'en avais pas voulu, je voulais m'en sortir sans médicaments. Hein. Et là, je lis l'article du Monde. Et je me dis, mais c'est ça dont il m'a parlé. Donc j'ai couru acheter le bouquin, puis je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais c'est le baclofène, mais j'en veux. Et donc il m'a aiguillé sur un prescripteur qui prescrivait qu'à petite dose. Donc je me suis retrouvée sur e-santé, et là, on m'a aiguillé sur Bernard Joussaume, qui était dans mon coin parce que je suis du Haut-Var.
Et tout est parti de là. On a monté 2 forums, un forum patient. On a monté l'association avec Olivier. Ensuite, on a monté un forum médecin pour que les médecins puissent échanger entre eux. On a monté ces 4 colloques. Les médecins canal historique, on les appelle comme ça, donc Philippe Jory, Pascal Gache, Renaud de Beaurepaire, qui sont quand même des grands prescripteurs qu'on prescrit à beaucoup de monde. Au départ, hein, les gens allaient chez eux. Il y avait 5 médecins en France. Hein. Donc vous imaginez, les gens faisaient de l'automédication sur Internet ou allaient se fournir en Espagne parce qu'il est en vente libre en Espagne. Donc nous, le truc, c'est qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve des médecins pour le prescrire. Donc on filait, on avait toute une documentation et tout un argumentaire. Quand il y avait des nouveaux qui arrivaient sur notre forum, on leur disait, vous lisez le livre, si possible, ou au moins les documents qu'on a, vous apportez ça à votre médecin et vous essayez de le convaincre. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on a eu 500 prescripteurs, parce que les gens revenaient en disant « Ah, moi, il a accepté, puis il accepte d'en prendre d'autres. » Et puis comme les médecins voyaient que ça marchait, hein, sinon ils n'auraient pas accepté de prendre d'autres patients. Donc ça fait boule de neige comme ça. Et surtout dans le milieu des généralistes qui sont confrontés à tous ces problèmes et qui avaient enfin quelque chose à donner à leurs patients alcooliques. Bernard Jousseau me dit, avant ça, j'ai jamais pu soigner un seul alcoolique. Et là, tout d'un coup, tous, ou presque. Voilà. Alors, il a quand même une file active de 400 patients maintenant, hein, depuis 10 ans. Donc, Renaud de Beaurepaire aussi, qui est psychiatre, et ça, c'est pas du tout sa spécialité, à Renaud de Beaurepaire, hein, l'alcool, les addictions. Donc, voilà, tous ces médecins ont vu que c'était efficace. Alors, ça tâtonnait vraiment au départ. Hein. On a fait un peu n'importe quoi. Hein. Parce que Olivier Amézan, lui, il a augmenté très très vite, mais tout le monde ne supporte pas ça. Donc, petit à petit, on a rééquilibré les choses avec les médecins, avec l'expérience, les retours d'expérience, pour avoir un protocole plus lent, et on s'est aperçu qu'il fallait adapter vraiment à chaque cas. Alors, il y a des gens qui ont des effets secondaires tout de suite. Il y en a qui n'en ont jamais, même à 400 mg. Il y en a qui en ont à telle dose. Tout d'un coup, on augmente de 10 mg et on a des effets secondaires. Donc, on réduit. On a adapté tout ça avec les médecins, en fait. Retour d'expérience des médecins entre eux, qui ont écrit un guide de prescription, les 4 premiers, qui était transmis dans des soirées d'information qu'on allait faire surtout dans le sud de la France. On a commencé à monter aussi, nous, des formations de médecins. Et le relais a été pris par une autre association, s'est montée, plus axée sur les patients. Il y a une association de médecins qui s'est montée en parallèle pour faire des formations. Et en parallèle, on a milité beaucoup. On a alerté les pouvoirs publics, on a écrit des premières lettres partout, en toute association confondue, avec un collectif qui s'appelait 7 ans 100 000 morts. Donc on a écrit aux ministres, aux députés, partout. On a fait du ramdam dans les médias qui ont bien suivi. Hein, ils aiment bien le baclofène, les médias. Ils aiment bien dire que ça marche, ils aiment bien dire que c'est un médicament miracle. Alors que nous, on leur a dit depuis le début, non, c'est pas un médicament miracle, c'est un médicament tout court, efficace. Donc ça nous a servi en même temps, hein, ça nous a servi, puis ça nous a desservi aussi. Les médias et ce traitement. D'accord. Donc voilà, et on a eu des appuis sérieux quand même au sein des institutions avec notamment Bernard Granger, qui est un psychiatre qui est proche, qui a beaucoup appuyé pour qu'on obtienne enfin une recommandation temporaire d'utilisation. On a découvert que ça existait. Alors tous ensemble, avec les médecins, on s'est dit on va essayer d'obtenir ça. Et ça a été très très vite, puisque vous voyez, le livre est sorti en 2008 et l'autorisation, la RTU, on l'a obtenue en 2014. Ça va vite, ça a été vite. Hein. Oui, c'est relativement rapide par rapport à la sortie, par rapport au thème gésique et tout ça, je pense que c'est relativement rapide. Donc la RTU, la première RTU, elle n'était pas pour nous vraiment, comment dire, je trouve plus le mot. Ouais, suffisante, adaptée. Enfin, ouais. Elle était très complexe. Il y avait des il fallait passer les médecins pour les médecins. Elle était réductive en fait. Hein, il y avait des tas de restrictions. Donc, mais on avait une RTU et on pensait
qu'en amenant encore des preuves scientifiques, elle s'ouvrirait. Ça a été le cas, il y a eu plein d'études qui ont été faites. L'autre chose, c'est qu'il y a eu une grande étude, deux études qui ont été faites, qui ont été enfin menées, et que la première étude Bacloville, qui a été menée par Philippe Jory, elle avait au départ pas de financement public. Finalement, elle en a eu un. Et nous, on a eu autre chose complètement dingue. On a eu un type qui nous a écrit sur Internet, sur notre forum. Voilà, je suis prêt à financer les études. Je donne 1 million. Alors, on le recontacte. On le recontacte, on lui dit bonjour monsieur, d'accord, alors l'étude finalement elle est quand même financée, mais on va voir quand même s'il manque pas un peu des sous. D'accord, et puis je vous donne 100 000 francs. Voilà, donc il a financé et notre association et une partie de l'étude. Bacloville, qui ensuite a été rachetée par Ethypharm, dont Thierry Kine est là, je crois, voilà. Oui, alors donc la RTU n'était pas franchement satisfaisante, mais on était content. Elle s'est ouverte finalement, du coup quand on l'a obtenue, on a baissé la garde un petit peu, on se disait que c'était gagné en fait. Hein. Et puis elle s'est ouverte en mars 2017, exactement comme on voulait, c'était 2017, hein, à 300 mg pour tous, on était super contents. Et un mois après, paf, une étude sort, des risques, tout ça, et 80 mg. Réduction à 80 mg. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que tout était à refaire, que c'était pire qu'avant, parce que c'était et que il fallait absolument qu'on agisse sur un plan plus juridique, parce qu'on a rencontré Thomas, qui est l'époux d'une personne alcoolodépendante et qui est juriste. Et on s'est mis à contester cette décision sur un plan juridique. Est-ce que tu veux? Est-ce qu'il peut prendre... Non. Ouais, bon. Ouais. Et c'est la conclusion. Non, mais c'est très rapide, mais c'est vrai qu'on est entré du coup dans un rapport de force, et effectivement, je crois que il n'y a que comme ça que ça peut avancer. Quand il s'agit de défendre les patients ou ceux qui ont besoin de quelque chose, il n'y a que le rapport de force qui a marché, donc on est passé par pétition, qui a bien marché, et ensuite, effectivement, on a essayé, ça a été un boulot dingue, parce qu'il a fallu rassembler tout ce qui était scientifique, et puis ensuite contester en justice par des voies bien particulières. Là, en l'occurrence, c'était l'Agence du médicament, donc c'était le Conseil d'État. Puis c'est encore en cours, parce que même l'AMM qu'on a obtenue là, on la conteste. Oui. Donc voilà, c'est un petit passage. D'accord. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Malheureusement, comme on a assez peu de temps, si ça vous va, on va essayer de faire toutes les interventions d'abord et puis de garder un temps de questions pour la fin. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Moi, il y avait deux thèmes au moins sur lesquels j'aimerais avoir un éclairage. La question de la dépendance au baclofène, ça m'étonne quand même qu'il puisse y avoir un médicament qui puisse fonctionner sur les mêmes récepteurs et ne pas donner de dépendance. Bah ouais, avec plaisir. Puis sur l'alcoolisme, est-ce que c'est une question sociétale ou pas? Le fait que les chiffres ne changent pas. Il y a quand même un point que j'aimerais donner, c'est le fait que peut-être que les chiffres en France ne changent pas. Et encore, je suis surpris. Je pense que si on regarde au début du siècle, à mon avis, je ne sais pas s'il y avait des chiffres, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de problèmes d'alcoolisme. Ça n'a pas changé pendant des années à partir du moment où il y a eu une Alors, prise en certes, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que dans d'autres pays, par contre, on voit qu'il y a quand même des grandes différences. Je pense par exemple aux pays qui sont dans le cercle polaire, la Finlande. On sait qu'il y a des problèmes d'alcoolisme qui sont beaucoup plus importants qu'en France, alors que pourtant les choses semblent à peu près égales sur la disponibilité. On n'est pas sur des pays où l'alcool est interdit. J'espère qu'on pourra en parler après. Je passe la parole à Alain Morel, donc qui pourra, j'espère. Merci, mais restez, hein, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage aussi, parce que il faut faire attention aux malentendus, c'est extrêmement important, parce que visiblement vous me connaissez mal. De dire que l'addiction ne se résume pas à une maladie chronique du cerveau ne veut pas dire qu'on reconnaît pleinement la dimension biologique, neurobiologique, des troubles liés à l'usage, et y compris dans les situations, et en particulier dans les situations de dépendance. Personne ne dit ça, en tout cas sûrement pas moi. Il y a d'autres gens qui le disent. D'accord, sûrement pas moi. Mais c'est pas parce qu'on insiste, parce que je crois que c'est fondamental sur la dimension sociale et sociétale de ce développement d'un phénomène pour dire mais madame, excusez-moi, mais votre maladie est inventée. C'est totalement, ça
ça serait totalement à contrario de ce que j'essaye de faire. Ce que je trouve remarquable dans l'histoire du baclofen, que je connais très bien, j'en suis aussi un acteur, pas au point de ce que vous avez cité, que je reconnais comme étant les pionniers, etc., et qui ont fait beaucoup. Nous avons été un certain nombre, peut-être plus dans l'ombre, mais à défendre, notamment pour aboutir à la RTU, et à faire en sorte que dans nos pratiques, dans nos consultations, très vite, on prescrive du baclofen. Et ce qui me paraît vraiment intéressant dans l'histoire, comme celle d'ailleurs de l'e-cigarette, de la cigarette électronique, c'est que ce sont deux objets, le baclofen et la cigarette électronique, autour duquel se sont greffés, se sont constituées des alliances entre patients, usagers d'un côté et médecins soignants de l'autre, pour aboutir à quoi? À la reconnaissance qu'on peut faire autre chose que d'être obligé de passer par la torture du sevrage, etc., du modèle ancien, de l'abstinence, et qu'en fait, on répond beaucoup mieux aux besoins en inventant et en trouvant des moyens de support, de pratique de la réduction des risques, pour pouvoir répondre à certains besoins sans forcément avoir l'ambition que tout va changer et qu'on arrête complètement la consommation. C'était un des enrichissements, vous ne l'avez pas trop dit, mais un des éléments clés dans le succès du baclofen, c'est qu'on peut aussi admettre qu'on peut consommer de l'alcool sous baclofen, ce qui est un élément tout à fait considérable par rapport à beaucoup de patients. Et la deuxième chose que je veux dire, donc loin de moi l'idée de nier et l'intérêt du baclofen, bon ça va, merci, et loin de moi l'idée de nier la dimension biologique de ces troubles-là. Mais ce que j'ai défendu, c'est en une phrase, c'est ce que le type d'une intervention que j'ai faite et que certains ont critiqué aussi, mais c'est de dire l'addiction est bien plus qu'une maladie. C'est bien plus qu'une maladie. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est justement ce qui peut introduire à ce que je voulais développer un peu autour de nouvelles pratiques coopératives. Parce que l'exemple du baclofen est typique. Le baclofen, je pense qu'on aurait tort et vous auriez tort, et je ne voudrais pas me retrouver là-dedans à dire la seule voie possible après celle de l'abstinence, c'est maintenant le baclofen. De toute façon, la pratique, la réalité montre que ce n'est pas vrai. D'accord. Mais c'est important parce qu'on est vite pris. On est vite pris parce qu'on défend quelque chose, et c'est un peu normal, comme tout à l'heure je défendais l'idée que ce n'est pas une maladie chronique du cerveau, on peut vite entendre que voilà, c'est un combat contre la médecine, etc. C'est un combat contre un certain regard. Bon, bref, tout ça pour dire que y a plein de façons de sortir de l'addiction, y compris de l'alcool. Je respecte totalement les groupes d'entraide comme Alcooliques Anonymes ou d'autres qui se lient entre eux et coopèrent entre eux dans une entraide très forte pour l'abstinence partagée. C'est très respectable et c'est une manière de sortie. Il y en a d'autres qui sortent autrement, je ne vais pas faire tout. Mais il y a des dizaines de façons de sortie des addictions, y compris de l'alcool. L'utilisation du baclofen en est une. Mais comment est-ce qu'on peut la trouver? C'est justement parce qu'on a une relation avec un professionnel, ou en tout cas des personnes autour de soi qui permettent de penser ça et de trouver cette voie-là. D'avoir aussi un regard par ces professionnels qui soit un regard de renforcement social, je dirais, de regard social. Oui, tu évoques quelque chose, oui, c'est ça, ces ressources-là que tu choisis toi, c'est les bonnes. C'est celles-là qu'il faut entreprendre et absolument pas se retrouver en tout cas de veiller à ne pas se retrouver dans des catégories et des visions qui sont les nôtres, qui sont les siennes par rapport à sa propre expérience ou ce qu'on a vaguement appris et qui sont souvent à côté de la plaque. Donc ça m'amène à des pratiques coopératives dans l'institution, si j'ai quelques minutes, pour dire un peu
parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais étant toujours en responsabilité et de plus en plus encore sur le plan institutionnel, avec la gestion d'un certain nombre d'établissements et donc de centres de soins et de centres de prévention, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ces pratiques bougent, évoluent, se diversifient et s'organisent de façon à ce qu'elles soient efficaces. Efficaces au sens de permettre au maximum de personnes d'aller mieux, tout simplement, et de sortir d'un certain nombre de difficultés par leurs moyens, par les moyens qu'ils trouvent et qu'on peut les aider à trouver. Donc ma responsabilité, elle est là. Donc si on dit ce que je crois vraiment à travers les exemples comme ceux de l'e-cigarette et celle du baclofène pour parler de l'actualité, si on dit que la base de ce qui va faire l'efficacité d'un outil, c'est le travail collaboratif, voire coopératif qu'il y a derrière, qui va permettre de choisir, que ce n'est pas simplement un objet qui, arrivé là, boum, va changer la vie, mais que c'est ça qui va être tout à fait déterminant, eh bien il faut qu'on organise nos structures de cette façon-là, il faut qu'on organise nos pratiques de cette façon-là. Et ça va, pour résumer, de la pratique de la prescription collaborative, à laquelle je crois beaucoup, c'est-à-dire que, et qui n'est pas du tout enseignée dans les facs de médecine, hein, mais c'est-à-dire de prendre et le temps et d'avoir le type d'écoute et de rapport avec un patient pour finalement faire en sorte que sa manière de voir puisse influer sur la manière dont on va prescrire les choses. Et pas simplement au nom de son propre savoir, même s'il est important, mais son propre savoir professionnel. Ça demande du temps, mais c'est exactement une chose que, pour le coup, on a appris d'abord avec les TSO, ce qu'on ne savait pas bien faire, mais qu'on peut appliquer à tout, en particulier bien sûr au baclofène, mais aussi aux psychotropes, enfin, en général. Avec la conscience aussi, en tant que médecin, qu'on peut être dans des zones grises, se retrouver dans des zones qui ne sont pas celles limitées par une autorisation de mise sur le marché, par exemple, et qu'il faut être conscient de ça, et à la fois prendre les responsabilités qu'on peut prendre par rapport à ça, pas faire n'importe quoi, mais accepter de pouvoir prendre des risques, accepter de devoir prendre des risques avec le patient par certains moments. C'est des pratiques qui ne sont pas faciles à mettre en place, prendre des risques pour un médecin, c'est des responsabilités. Mais je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à faire bouger les choses et qu'on aide vraiment les personnes en se mettant au service de cette relation et au service d'objectifs communs. Alors ça, c'est au niveau, j'allais dire, interindividuel, dans une pratique particulière qui est celle de la prescription, mais on peut la retrouver partout. Et nous prêchons, parce que nous sommes organisés à Opelia, l'association que je dirige, pour ça, c'est aussi de travailler fondamentalement de façon transdisciplinaire. De façon transdisciplinaire, ça veut dire qu'il n'y a aucune discipline, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit médicale, qui doit prédominer les autres et dire quelle est la vérité du problème et quel est le sens des interventions qu'on doit avoir. C'est pas non plus ça quelque chose de très commun et on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, surtout quand on est médecin, parce qu'on est formé à l'hôpital, où l'hôpital, justement, c'est de la pluridisciplinarité à la rigueur, mais sûrement pas de la transdisciplinarité, c'est-à-dire pas un dialogue d'égal à égal entre les disciplines. Donc ça, c'est aussi tout un travail de mise en place, tout un effort permanent, parce que c'est pas dans nos habitudes, et donc c'est un combat. La transdisciplinarité est un combat, mais ça permet de faire des choses tout à fait intéressantes, de débloquer aussi des visions, de décloisonner des visions, et dès l'instant où les professionnels acceptent ça, de rentrer dans ce type de dialogue, c'est extrêmement intéressant. Et puis ça va aussi plus loin encore, cette idée, ce principe de coopération, c'est-à-dire ce principe de dire le savoir, il n'appartient pas qu'aux professionnels, le savoir, il est aussi parmi les usagers. Ça veut dire aussi que les usagers, collectivement, dans une institution, doivent pouvoir exprimer collectivement des choses. Pas simplement, alors, la démocratie sanitaire est un terme qui, comme participation des usagers, m'énerve profondément. M'énerve profondément parce que je trouve que c'est restrictif, parce que c'est juste relier ces changements profonds qui sont, à mon avis, beaucoup plus culturels dans les pratiques,
que la législation, d'appliquer la législation, parce qu'en 2002, il y a une loi qui le dit. Donc je me méfie beaucoup de ces termes pour ça. C'est une position comme ça, mais c'est pour aller plus loin. Je pense que le terme de coopération est beaucoup plus fort que celui de participation, et il est beaucoup plus vrai, parce que je me sens personnellement égal aux personnes que je reçois, que d'ailleurs dans un certain nombre de centres Opélia on appelle actions et non plus patients. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est très important. Et donc, de cette égalité, ça veut dire aussi que dans les définitions de la structure, des services, dans la politique générale de la structure, dans les plaidoyers, les positions qui sont prises par l'association, et bien tout cela, dans tout cela, les usagers de l'association peuvent avoir une possibilité d'influer, une possibilité de s'exprimer, surtout sur tout ce qui les regarde. Comment est-ce qu'on peut faire ça dans une société, dans des systèmes d'organisation, notamment sur le plan des services, donc d'une entreprise, hein. On emploie des gens, on produit des choses dont il faut rendre compte, on reçoit des fonds publics pour exercer tout cela, donc on doit rendre des comptes. Eh bien, le système en place est globalement toujours pyramidal, avec un pouvoir qui est centré sur des personnes et des professionnels qui l'ont, et puis toute une série d'échelons hiérarchiques pour arriver en bas. Mais la place des usagers là-dedans n'est pas du tout conçue. Ce que nous essayons justement de développer, c'est de prévoir et de concevoir des espaces dans lesquels puisse se développer réellement une coopération, c'est-à-dire où les choses puissent être discutées, quel que soit son statut, avec le même pouvoir, que l'on soit si ça ou ça, bénévole, professionnel ou usager, on s'en fout. L'essentiel est de pouvoir partager, de pouvoir aussi produire des décisions, voire produire des projets, produire des choses ensemble. Ça s'appelle, c'est dans le cadre d'un certain nombre de groupes de travail, de commissions, ça s'appelle aussi des comités stratégiques pour les établissements, où ce type de rapport est instauré. Alors là encore, je ne vais pas prétendre que Opélia change la face du monde, mais ce dont nous pouvons témoigner, c'est qu'il est possible dans l'organisation de créer ces espaces, et que de ces espaces-là naît une énergie que l'on ne trouve pas ailleurs. Mon expérience, c'est celle-là. C'est qu'entre, j'ai vécu à l'hôpital, enfin j'ai travaillé à l'hôpital, pas vécu, travaillé pas mal, j'ai vécu et travaillé dans des institutions médico-sociales tout à fait hiérarchisées, et je vis maintenant depuis 10 ans cette expérience dans Opélia. Je peux dire que cette expérience-là, d'un nouveau rapport avec les usagers, change beaucoup de choses, y compris pour les usagers et pour les professionnels. C'est-à-dire, en particulier, ça donne des voix qu'on n'imaginait pas, ça donne des énergies interindividuelles qu'on n'imaginait pas, et ça permet aussi aux professionnels eux-mêmes de pouvoir faire ce que tu as fait tout à l'heure, Fabrice, enfin, c'est aussi de pouvoir parler de soi sans avoir peur que de tout faire tomber par terre dans une relation idéale entre professionnel et usager, qui ferait que le professionnel ne doit pas parler de lui et que l'usager, lui, doit parler que de lui. Voilà, je pense, je n'ai pas le temps de le développer plus au niveau, là aussi, sociétal. Je pense que c'est une réponse aussi, globalement, c'est un élément d'une réponse globale à ce que nous vivons aujourd'hui dans les difficultés d'une société basée sur une dérégulation, non seulement de la consommation, mais aussi une dérégulation dans la manière d'imaginer et de construire la société, de fait qui cache l'accaparement d'un pouvoir très fort en réalité aux mains de quelques-uns. Et bon, je n'ai pas le temps de parler de la place des transitions, qu'elles soient démocratiques, écologiques même, numériques et culturelles à mes yeux, dans ces changements-là. Mais pour moi, c'est le sens de ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous participons réellement à une transformation sociale vers une possible autre société si nous combattons ensemble comme ça. Voilà.
Merci. Donc, simplement pour répondre juste sur un truc sur le terme de démocratie sanitaire, c'est le nom d'une politique qui effectivement est dans la loi. Et juste là où je voulais te répondre, en fait, c'est que de mon point de vue, en tant que membre d'Assud, je pense que le fait que ça soit dans la loi, c'est au contraire une très bonne chose. Parce que les changements, on voit que malgré le fait que ça soit dans la loi, ça a quand même beaucoup de mal à se mettre en place. Au niveau de la dicto, on voit dans les structures que ça a beau être dans la loi, les outils de la loi de 2002, la plupart des structures les ont pas mis en place. On est en 2018. Donc voilà, au contraire, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que sur le fait de nommer les patients, actions, etc., moi, je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à... J'aurais aimé entendre comment est-ce qu'on va mettre en place cette transdisciplinarité. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les patients sont des actions autrement qu'en les appelant actions. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire dans les structures. Les rapports de pouvoir, ils existent. Et donner du pouvoir aux usagers, c'est quelque chose de très compliqué qui va demander plus que des mots. Et du coup, je suis vraiment content que ça soit dans la loi parce que j'espère qu'on va y arriver. Je sais que Opélia et Trait d'Union, vous êtes en pointe là-dessus, mais je vois quand même beaucoup de structures où on en est très loin, malheureusement. Et où on n'a pas d'outils tout prêts à leur donner. Il y a les CVS dont on va parler, il y a des choses. Je pense que tu vas parler des difficultés aussi, les nombreuses difficultés des CVS. En tout cas, voilà, on est dans un changement, mais qui va falloir accompagner, qui va mettre du temps. Du coup, je donne la parole à propos du droit des usagers à Georges. Ouais. Bonjour à tous, je suis Georges Lachaze, administrateur à Sud, ancien coordinateur de l'Observatoire du droit des usagers. J'ai quitté mon poste il y a bientôt 3 ans, donc je me suis remis un peu dans le sujet pour vous faire cette présentation. Je vais essayer de reprendre un peu de pertinence, j'avais un peu perdu pied sur le sujet. Pour vous la faire courte, depuis 2007, Assud est donc agréé pour représenter les usagers de drogue fréquentant le système de soins. De ce fait, l'Observatoire du droit des usagers s'est créé en partenariat avec Aide et la Fédération Addiction. Il se positionne plus comme une interface entre toutes les parties prenantes qu'en syndicat détox. L'ambition de ce projet est de renforcer et de préciser notre argumentaire relatif au dysfonctionnement du parcours de soins, identifié de manière expérientielle à Sud, en pouvant y apporter des données qualitatives et quantitatives, de proposer une information relative aux droits des usagers, une orientation vers les dispositifs de recours et de devenir une voie supplémentaire de résolution des questions posées par l'accès aux droits des patients dans un secteur où les problèmes de droit, de réglementation et de représentation sont à l'origine de nombreuses difficultés de prise en charge. L'objet n'est pas d'engendrer une tyrannie de l'usager, mais de rééquilibrer les rapports dans une démarche d'intérêt général. Ce projet s'anime autour de la participation et de l'application de plusieurs acteurs, les usagers de drogue évidemment, les professionnels et partenaires institutionnels, dans le but d'améliorer l'accès aux soins. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Moi, je suis arrivé dans la réduction des risques en 99, complètement par hasard, par l'usage. J'étais dans le milieu festif techno, je me suis retrouvé dans cet OVNI qui était la mission rêve de Médecins du Monde et qui m'a conduit après à devenir éducateur spécialisé. J'ai travaillé à peu près dans tout ce qu'il est possible de faire en type de structure, de CARU, alors même pas d'Exapa, à l'époque ça s'appelait même pas encore des CSST, on était dans les centres méthadone. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis retrouvé à l'Observatoire du droit des usagers en ayant en fait un regard croisé entre Assud et la position usagée, représentant des usagers, mais aussi en ayant travaillé dans les structures et en sachant que voilà, c'est pas toujours aussi simple. Donc essayer de trouver le bon rapport pour faire en sorte que ce soit productif et qu'on soit plus dans la co-construction que dans le simple affrontement, parce que les structures de RDR, ça reste quand même la dernière roue du carrosse des établissements médico-sociaux. Et il y a aussi des problématiques de travail. Donc faire que tout ça puisse s'orchestrer du mieux possible et faire en sorte que ce soit productif. Parmi les grands objectifs de l'Observatoire du droit des usagers, on va recueillir l'expression des attentes, des besoins, des attentes aux droits des usagers des dispositifs de soins,
à travers des témoignages qui sont possibles de déposer via notre site internet que je développerai un peu plus. Développer et promouvoir les droits et l'information des usagers, veiller au respect des droits individuels des patients et des usagers. Donc à cet effet, on a créé une plateforme sur le site internet de ASUD. Alors comme vous pouvez le voir, elle se présente comme ça, avec la possibilité, comme on peut le voir en haut, d'accéder au formulaire de témoignage. Alors au début, on appelait ça des doléances. J'ai préféré le terme de témoignage parce que parfois les questions n'étaient pas toujours des doléances. Il y avait un truc de pouvoir poser son histoire, ce qui était arrivé. La possibilité d'imprimer le formulaire pour les structures, pour les gens qui font des maraudes, du travail de rue, de pouvoir le faire passer et sortir de la dictature du 2.0 pour ceux qui n'ont pas toujours accès à Internet. Toute une partie sur les informations, alors avec accès aux soins, tout plein de questions. Formulaire de témoignage. Alors, c'est un truc qui fait beaucoup débat quand j'allais le présenter dans les structures, c'est le fait que le nom et prénom soient obligatoires. Alors, toujours cette question anonymat, pas forcément envie de donner son nom. Alors, c'est pour deux raisons. C'est que si il y a des suites à donner sur un recours, que ce soit à l'ARS, avec l'établissement, s'il y a des démarches à faire, l'établissement concerné, que ce soit n'importe quelle démarche de recours sur le témoignage qui nous est posé, il y a quand même besoin du nom de la personne. Et puis d'un point de vue très symbolique, ASUD, dans sa revendication de citoyenneté de l'usage, il y a un truc très symbolique de pouvoir aussi placer son nom sur son témoignage, de se réapproprier son nom et de le faire en son nom. Voilà, c'est quand même une base du truc. Alors après, des choses très basiques, âge, sexe, qui nous permettent de faire nos statistiques. La possibilité de mettre l'email de l'intervenant si le témoignage est fait avec un intervenant en collaboration. La possibilité de lister les établissements qui sont visés, et alors c'est là que j'ai retravaillé ce questionnaire, c'est qu'il n'y avait que des établissements médico-sociaux. En tant qu'ancien éduc, je me suis dit qu'il n'y avait pas que les établissements médico-sociaux ou les hôpitaux ou le soin qui pouvaient être visés, mais on a rajouté aussi tout ce qui était administration, commissariat, gendarmerie, les banques, les préfectures, les mairies, toutes ces petites choses qui font qu'un accompagnement dans médico-social, il y a aussi social, et il y a donc toutes les démarches qui font que pour pouvoir prétendre à avancer dans ces démarches, il faut pouvoir passer par là. Et je pense qu'il y a pas mal de travailleurs sociaux dans la salle qui sont déjà confrontés à parfois c'est pas toujours simple, la mairie, la préf, les hôpitaux, les comicos pour aller passer la méthadone à quelqu'un qui est en garde à vue ou des choses du genre. Donc ça permettait d'élargir un peu plus et de montrer que les problématiques d'un parcours de soins ne se résument pas aux établissements sanitaires et sociaux, au final. Voilà, toute une liste de thématiques, de problématiques qui pouvaient être listées. Alors, voilà, thématiques médico-sociales avec question du secret médical, des prescriptions, des refus de prescription, mais aussi ce que je pointais, les questions judiciaires, des contrôles d'identité aux abords d'un lieu de distribution de matériel stérile ou de violence avec les forces de l'ordre, les contrôles routiers, dépistage au volant, qui sont aussi des choses qu'on va arriver de plus en plus, l'accès à un médecin désigné par le procureur de la République, des questions citoyennes sur la représentation des usagers, des accueils discriminants dans une institution publique ou privée. Voilà, quelque chose que j'ai voulu beaucoup plus large pour décrire quel était au final le quotidien d'un usager de drogue quand il essaye de faire ces démarches et de s'inscrire dans cette démarche-là.
Pour valider le questionnaire, un petit truc qu'on a rajouté à cocher, j'autorise à Sud à utiliser ce témoignage si une démarche de médiation ou plainte est engagée. Ne serait-ce que au début, on avait du mal à se positionner sur qu'est-ce qu'on fait des témoignages. Est-ce que on fait obligatoirement un recours à l'administration qui peut être visée? Est-ce qu'on discute ça avec la personne? Comment ça se match? C'était un peu compliqué à savoir comment ça s'organisait. Et puis au final, il y avait pas mal de gens qui nous disaient que c'était pas forcément pour faire un recours, mais qu'ils avaient besoin juste de le poser. On s'est aperçu. Beaucoup de ces témoignages avaient un côté au final assez catharsique en fait, et de se dire bon voilà, j'ai posé mon truc, je suis pas forcément aller dans des démarches, ça va prendre du temps, je sais pas où ça va aller. Le but il n'était pas là, donc voilà, c'est des choses qu'on a vues au fur et à mesure. On a beaucoup tâtonné. Parmi les informations qu'on a mis à disposition, il y a nos collègues de l'Observatoire du droit des usagers PACA, des camarades d'ASUD marseillais qui ont développé aussi leur ODU, qui ont créé ces flyers qui sont très bien faits sur les droits, avec toute une série, alors chez le médecin lors d'une hospitalisation, pour le public féminin, dans un cas rude XAPA, les contrôles en garde à vue, incarcération, les droits chez le pharmacien, qui sont soit commandables, soit téléchargeables. Ils ont aussi édité un guide du droit des usagers à l'usage des professionnels pour aussi savoir qu'est-ce que c'est ces questions de démocratie sanitaire, de quoi ça parle et comment ça se met en place dans les structures. Ça, c'est la partie où on accède à toutes ces informations. Où on a mis aussi des modèles de plaintes et de courriers types pour ceux qui veulent faire les démarches. Il y a des guides et des rapports, tout ce qui est les cadres législatifs, comment ça se passe la médiation avec un établissement, des contacts utiles. Enfin, on a essayé de lister un maximum de choses parce qu'au final, c'était quand même très dense ces questions de démocratie en santé. Et pas toujours simple de s'y repérer. Un petit clin d'œil à nos collègues de Marseille. Et alors, je vais vous faire une synthèse rapide. En termes de quantité, les témoignages, selon les années, on est entre 20 et 60 témoignages récoltés à Sud. Alors, en termes de quantitatif, c'est très, très faible. On partait d'assez loin au final. Mais je reviendrai plus en détail sur ces questions-là. Pour vous faire une synthèse rapide de ce qui ressort majoritairement, dans les problématiques, loin devant, on a les questions de prescription, de délivrance, de fréquentation des consultations. J'ai choisi de vous mettre ici un témoignage qui, à mon avis, illustre énormément de choses en fait. J'ai déménagé du Tarn à l'Aude depuis 2 ans que je suis à Carcassonne. Aucun médecin est apte à reprendre le suivi qu'à mon généraliste sur Albi. Je suis suivi depuis 96 avec du Subutex. Entre-temps, j'ai été suivi par d'Albi avec le docteur et son équipe pendant 9 ans. Je suis revenu chez mon généraliste où je suis depuis 7 ans, aucun souci. Depuis mon déménagement, je me suis présenté à 4 docteurs de ville, tous m'ont refusé. Le centre médical a bien voulu me prescrire mon traitement de sub, mais m'a bien fait comprendre que c'est à titre exceptionnel et qu'ensuite je devrais me débrouiller ailleurs. Je me pointe à la pharmacie de Conques-sur-Orbiel avec mon ordonnance et dossier à jour, il m'a carrément refusé. Je suis allé à la suivante à Villalier, aucun souci pour la délivrance. Du coup, je me retrouve à aller chez mon généraliste à 115 km pour me faire prescrire mon traitement de 28 jours. J'ai contacté, me suis présenté au centre de Carcassonne pour me faire délivrer mon traitement. La secrétaire m'a reçu difficilement, m'a expliqué que d'abord je devrais prendre rendez-vous avec un conseiller, puis sûrement un psychologue qui me donnera l'autorisation peut-être un mois après, toutes ces étapes inutiles, un rendez-vous avec le docteur qui me prescrira mon sub. Bref, j'ai répété des dizaines de fois mon parcours chaotique d'ancien toxico. À 43 ans, je n'ai plus envie de devoir déballer ma vie à chaque nouveau centre. Donc j'ai abandonné l'idée du centre de Carcassonne pour le traitement et continue mon trajet de 300 km par mois. Je ne vous parle même pas des Steribox délivrés par les pharmacies de Carcassonne au compte-gouttes alors qu'ils sont payants à 1 €. Dans le Tarn, le Carut gère parfaitement ça et alimente les pharmas
qui donnent des kits. Il y a vraiment des disparités entre les départements et rien n'est fait pour nous faciliter la tâche. Voilà, ça c'est à mon avis le témoignage qui illustre globalement à peu près l'ensemble des problématiques, parce qu'on retrouve les problématiques des généralistes, les problématiques des centres, les problématiques de disparité régionale et de maillage géographique des structures, de déserts, on parle de déserts médicaux, mais alors les déserts DR, c'est encore pire. Il y a des départements qui aujourd'hui n'ont pas de CARUD ou pas de XAPA. Bref, ça, voilà, c'est une bonne photo d'ensemble. On me dit qu'il faut que j'aille un peu plus vite, donc je vais essayer d'accélérer. Les problématiques avec les forces de l'ordre, ben, voilà, on les connaît depuis longtemps, elles sont de plusieurs types, mais elles reviennent assez souvent, que ce soit les contrôles en sortie de centre, que ce soit les contrôles en général, les contrôles avec des abus, et notamment les contrôles avec bris de matériel. C'est assez récurrent. Les établissements qui ressortent le plus, eh ben, ce ne sont pas les établissements médico-sociaux, mais c'est les établissements publics et privés, en l'occurrence plutôt les hôpitaux et privés, ce seraient les pharmacies et les cabinets de généralistes. Les points positifs, c'est que en fait, on donne des illustrations à des phénomènes qu'on connaissait depuis longtemps, et ça permet de leur apporter des données, enfin en tout cas de les quantifier, d'avoir du data, de l'evidence base. Ça nous a permis de développer des méthodologies de travail dans lesquelles on est toujours et pour lesquelles c'est toujours en mouvement. Ça permet de développer des actions spécifiques sur des thématiques soulevées, des actions qui ont été faites avec les pharmacies, avec le testing qui a été fait auprès des pharmacies, qui montrait que il y avait, je sais plus, 70 ou 71% des pharmacies qui refusaient de délivrer. Et puis les liens avec les différents acteurs qui sont voilà, des discussions intéressantes, parce que parfois on rencontre les mêmes problématiques, notamment sur la mobilisation des usagers, la question des CVS, voilà, ça fait partie de ces choses-là. Nous, c'est aussi des problématiques qu'on rencontre pour pouvoir faire des démarches, ne serait-ce que faire des recours, des médiations ou quoi que ce soit. Le communautaire, c'est faire avec. Et si on n'est pas avec les personnes, c'est très compliqué. Voilà, testing pharmacie, 71% de refus de délivrance, 2018. Voilà, dans les aspects négatifs, difficulté à mobiliser les usagers, c'est aussi compliqué pour ASUD et pour les structures de pouvoir mobiliser des personnes qui sont souvent dans des situations d'urgence, et pour une question de refus de délivrance, ne serait-ce que de pouvoir poser le témoignage et d'accéder à la personne pour qu'elle pose son témoignage sur le site de l'ODU, c'est compliqué, parce que la priorité, c'est de savoir comment il va trouver son traitement, et l'urgence, elle n'est pas à poser le truc, et faire en plus de ça des démarches après. On a initié une plainte à l'ordre des pharmaciens. Je crois qu'il y a encore des choses qui sont toujours en cours. C'était 2 ans de paperasse pour se voir signifier. Enfin, la réponse du pharmacien était assez unique. Donc c'est très compliqué. C'est des cas qui sont complexes, qui nous sont posés. Moi, je me suis retrouvé très démuni sur la question de l'aide juridique pour pouvoir répondre à ces questions-là, parce que on est toujours dans un truc où législativement, il y a une part de légal sur le côté patient, malade, mais le côté usager où c'est compliqué, et où on se retrouve toujours dans des situations où, d'un point de vue légal, expliquer ces situations-là sans une aide juridique pertinente, et même des personnes spécialisées dans le droit de la santé se retrouvent souvent à ne pas savoir comment aborder ces questions-là. Les lenteurs des démarches, et puis la question des financements, parce que la démocratie en santé, tout le monde en parle, mais les financements, y a Walou, en fait. En tout cas, très peu de choses. La catégorie en vrac, je vais jeter
des situations qui nous ont parlé, la question du CVS, des règlements intérieurs, des projets d'établissement, on parlait de la loi de 2002, de ses obligations pour les établissements, question des CVS, c'est des choses qui sont au final très compliquées à mettre en place, qui varient énormément selon les structures, les publics accueillis par exemple, le trait d'union qui a plusieurs services, ou moi qui ai travaillé à Prose, qui, pareil, a plusieurs services. Entre le Prose de Saint-Denis, le Prose de Montreuil, on n'avait pas les mêmes publics. Donc on n'avait pas une méthodologie qui pouvait s'appliquer. C'est extrêmement compliqué à mettre en place pour des structures en province qui ont un ETP et demi. Enfin voilà, tout ça c'est compliqué. Quand il y a des non francophones, comment ça, voilà, très compliqué. Question du règlement intérieur. On s'est aperçu que sans participation des usagers, le règlement intérieur, il finit par protéger la structure et pas les usagers s'il n'y a pas de participation active. Pareil pour les projets d'établissement. La question des médiations qui, normalement, devrait incomber à ce qui est appelé les personnes qualifiées, qui doivent être listées par les préfectures et publiées par les ARS. Cette liste a été publiée en 2018, elle n'existait pas jusqu'à présent. Les questions de maillage géographique, on en a parlé, les difficultés des professionnels, pareil, parce qu'ils se retrouvent confrontés aux problématiques avec le droit commun, et ce qui est pointé énormément au final, c'est qu'il y a un abandon du droit commun sur la question des usagers de drogue, donc on demande aux structures de RDR de répondre à tout, alors que c'est pas leur rôle. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Je vais essayer d'aller très très vite et d'aller à une conclusion. Alors cette conclusion, elle est là, c'est que je vais vous relire rapidement quelques témoignages. À Paris, l'action de Médecins du Monde est régulièrement troublée par certains services de police, interpellation détox à la sortie du bus de prévention et destruction des kits. Madame Nain, directrice, décide sans même me prévenir d'arrêter le don de méthadone et voilà, rien du jour au lendemain. Je pense qu'elle est vraiment irresponsable. Je pensais bêtement que la médecine ne jouerait pas ce jeu-là. Cette histoire est très grave et je vous pose une question. A-t-on enfin des droits? Jamais un dealer ne m'a fait ce genre de plaisanterie. L'immense majorité des médecins nous a exclus du fameux serment d'Hippocrate. Première excuse, ne prends pas la carte Paris Santé. Voilà, tous ces témoignages, ils sont pas de l'ODU. Ces témoignages, c'est le premier ODU qui a existé à Assud et qui a été un peu fondateur d'Assud, s'appelait le Courrier des lecteurs. Il y a certains de ces témoignages qui datent du numéro 4 d'Assud de 93. Hier, Fabrice Pérez disait qu'on avait parfois 20 ans pour faire avancer les choses. Voilà, là on est au-delà de ça. Et au final, l'ODU, ça réinvente pas la poudre, on s'est juste inscrit dans un truc qui a été fait à un moment, cette démocratie en santé. Mais au final, c'est lassant parce qu'on répète toujours les mêmes choses et ça n'avance pas, on ne change juste que les procédés pour revenir à des conclusions qui sont toujours les mêmes selon tous les sujets qu'on abordera. C'est que le vrai problème, il est législatif. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui changera, on ne peut pas s'inscrire dans la question des droits sans les droits civiques. Et voilà, toujours cette question, ni délinquant ni malade, simplement citoyen. Je vais laisser la parole à Estelle. Bonjour, donc moi c'est Estelle. Je suis très stressée d'intervenir, je le dis tout de suite, ça va peut-être m'aider, car peu habituée à ce type d'exercice. D'autant plus, vu la nature de mon témoignage, je rajoute un peu à mon stress parce que là, aujourd'hui, j'interviens en tant qu'éducatrice en CARUD. CARUD qui fait partie d'une asso qui s'appelle la Sauvegarde du Nord, qui se trouve à Lille. Donc, grosse asso du social qui relève du médico-social. Mais je ressens le besoin, là, aujourd'hui, d'abord de parler un peu de moi. C'est quoi la sauvegarde du La Sauvegarde du Nord, c'est le nom de l'association, c'est une association loi 1901 qui se situe sur l'ensemble du département du Nord, qui est né à la fin des années 50 et qui se développe. Là aujourd'hui, il y a 5 pôles de compétences, le pôle handicap, pôle inclusion sociale, pôle promotion de la santé. J'en oublie, et pôle addictologie. Pôle addictologie, lui, qui se décompose, qui se répartit en 10 services.
10 services également répartis sur l'ensemble du département. Un dispositif avec 2 types de dispositifs, un dispositif hébergement collectif et disséminé, donc avec ce qu'on appelait à l'époque une post-cure, des appartements thérapeutiques, un centre de transition, et un autre dispositif qui est le dispositif ambulatoire et de coordination thérapeutique, avec des XAPA, avec ou sans délivrance méthadone, consultation jeunes consommateurs, maintenant des appartements de coordination thérapeutique et 2 CARUD, donc Ellipse, où je travaille à Lille, et le relais à Roubaix. Donc, je suis venue là pour parler du Conseil de vie sociale, mais aussi des différents outils visant à favoriser la participation des usagers. Je tiens donc, comme je voulais le dire, à d'abord parler de moi. Pourquoi c'est moi aujourd'hui qui intervient pour parler d'Ellipse. En fait, parce que donc je travaille à Ellipse depuis 2003. Mais bien avant ça, moi, dans les années 90, j'étais également concernée par les consos. J'étais, comme ce qu'on disait à l'époque, une tox qui prenait beaucoup de risques. Beaucoup de risques. J'ai pas fait de risques, quoique, qui a connu l'incarcération plusieurs fois. Je suis sortie pour la dernière fois de prison en 94. Après, j'ai découvert le monde de la teuf, les extas, mais je me considérais plus tox. Parallèlement, j'ai découvert que j'étais séropo à l'hépatite C. Et enfin, je suis passée au Subutex en 96. Donc, avec les différents témoignages, baclofène, Subutex, moi, je fais vraiment le rapprochement parce que le Subutex, j'ai vécu comme le médicament miracle qui me guérissait d'une maladie. Parce que je crois que j'étais malade à l'époque. Moi, je me considère pas comme malade. J'ai mon libre arbitre. L'hépatite C, c'est une maladie, mais les rapports que j'ai eus avec les produits, pour moi, ça relève d'autre chose. Et donc, je suis encore sous Subutex depuis maintenant peu près Norphine. Je suis passée au générique. Pendant un temps, je sniffais mon traitement, bien sûr. Hein. Et puis, bizarrement, le jour où je suis passée au générique, j'ai arrêté de sniffer mon traitement. Maintenant, je le prends en sublingual. Je suis encore un petit peu consommatrice, mais c'est vraiment occasionnel. Je pense que c'est parce que je vieillis, j'ai bientôt 50 ans. J'aime bien être tranquille chez moi, voilà, je deviens de mes mères. Et donc, voilà, je vais essayer de faire vite. En 96, Subutex, depuis 94, je bossais dans le social, par l'angle contrat emploi solidarité. J'ai été secrétaire en club de Prèves. Club de Prèves qui m'a permis de préparer l'entrée en formation d'éduc. Donc j'ai repris les études à l'âge de 27-28 ans. Et quand j'ai repris les études, j'ai déménagé, je suis arrivée dans le Nord, je suis picarde à la base, et j'ai fait le choix de complètement taire mon histoire. Je déménage, change de vie, parce que pour moi c'était... Alors je sais pas, il y avait un mélange de honte, de repentance, de peur, des préjugés aussi, bien sûr, hein, peur d'être stigmatisé, voilà, quoi, tout ça. Donc peut-être par facilité, j'en sais rien, en tout cas j'ai fait le choix de ne rien dire et de rentrer en formation d'éduc comme tout à chacun, en tant que bonne petite étudiante bien consciencieuse. Je suis sortie 3e de ma promo, j'en suis fière. Et bien sûr, moi quand je suis rentrée en formation d'éduc, mon idée c'était de devenir éducatrice en club de prévention, éduc de rue. Et en formation, j'ai découvert ce que c'était que les dispositifs de soins, parce que finalement, moi j'étais pas passée par le soin, par la prison, mais pas par le soin. Enfin, une fois, j'étais allée voir quelqu'un dans un centre de soins spécialisé, mais bon, ça n'avait pas été concluant. Donc formation durant laquelle j'ai découvert les dispositifs de soins, mais donc sous l'angle en tant que stagiaire éduc. J'ai fait mon stage de dernière année dans un CSST et une boutique, comme on disait à l'époque, au relais à Roubaix. Et en même temps, j'ai découvert la RDR par le journal d'Assud. Quand j'ai découvert le journal d'Assud, je me suis fait « Waouh, enfin, on parle des choses réellement,
On n'est plus dans la culpabilité, dans la repentance, parce que finalement, j'aimais bien encore consommer et j'osais pas le dire. Et puis, non, on peut aimer consommer et être tout à fait respectable finalement, en étant capable d'assurer, de continuer ses études, etc. Donc voilà, enfin une lecture dans laquelle je me retrouvais, où je me disais, finalement, je peux affirmer aussi ce que je suis. Et donc, je suis rentrée à Sud en 2000. J'ai fait partie du petit groupe qui a essayé de monter, qui a monté à Sud-Nord au début des années 2000. Mais moi, très rapidement, au bout d'un an ou deux, je me suis retirée parce que c'est dur l'investissement dans une asso à créer. Ça prend du temps. L'investissement. En plus, à côté, je bossais, ça y est, j'étais diplômée en 2000, je bossais en addicto, et puis plus la fête avec les prods, des fois je frôlais l'OD, donc je me suis dit, je me retire d'Assud Nord, mais il faut que je bosse, j'ai besoin d'un salaire. Donc voilà, depuis je suis éduque dans le médico-social. J'ai d'abord travaillé pendant 2 ans et demi en post-cure au Cèdre Bleu, et maintenant, donc depuis 2003, en Carude à Ellipse. Donc maintenant, je reviens sur le sujet pour lequel je suis là. Ellipse fait partie, donc, comme je vous disais, du pôle addictologie de la sauvegarde du Nord. Le terme pôle addictologie, il existe depuis peu, seulement environ depuis 2010. À l'époque, on parlait de l'espace du possible. C'était l'établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes dépendantes, enfin en tout cas des personnes usagères de drogue. Donc l'espace du possible, voilà, c'était l'établissement spécialisé de la sauvegarde du Nord. Et donc c'est dans le cadre de l'espace du possible que les premiers CVS ont été créés. Donc le premier, c'était en 2005, si je me souviens bien. Oui, le premier CVS était en 2005. Donc moi, de par, voilà, forcément, de par mon expérience personnelle, j'ai toujours eu un intérêt vif pour ces outils-là. Quand j'ai entendu parler de CVS pour la première fois, c'était par Fabrice, en revenant d'une conférence, je me souviens plus, oui, parce que je connaissais Fabrice avant, à la fac d'histoire, bien avant tout ça. Et donc Fabrice qui me parle de l'investissement, enfin du travail d'Assud auprès de l'ANIT de l'époque pour le développement des conseils de vie sociale. Moi je me suis dit, ouais, super, enfin un outil qui va permettre aux gens des structures de prendre la parole et éventuellement même de participer au fonctionnement des services. Mais alors là, moi, je pense que j'étais très naïve dans ma façon de concevoir les choses, parce que je me suis rendu compte que c'est loin d'être évident à mettre en place. Peut-être préciser quand même que le Carude d'Ellipse, comme je pense beaucoup de Carude, donc Carude en tout cas en milieu urbain, avec un public pour la majorité des personnes en grande précarité, donc public qui vit à la rue, personnes donc, avec peu ou pas de revenus, la plupart font la manche, maintenant beaucoup consomment du crack, beaucoup prennent énormément de risques dans leur façon de consommer. Des personnes qui viennent avant tout à Ellipse pour la satisfaction des besoins alimentaires, pour manger, pour dormir, on a un accueil de jour, mais bon, les gens dorment dans les canapés, pour se laver, éventuellement peut-être pour avoir un petit lien social sans préjugés, pour voir des infirmiers aussi, pour soigner les abcès. Voilà, donc les personnes, si elles viennent à Ellipse, c'est avant tout pour les prestations qu'on leur propose. Participer au fonctionnement du service, ça vient loin derrière. Donc sinon, les premiers CVS mis en place à l'espace du possible rassemblaient donc des représentants d'usagers des différents services. Donc Carude, mais aussi post-cure, appartement thérapeutique, sapeur ambulatoire, des personnes sous méta, voilà, des personnes donc d'horizon, alors certes qui ont un point commun qui est l'usage de drogue, mais qui en sont à des moments différents dans leur parcours. Les uns en soins, d'autres non.
donc qui arrivent avec des motivations bien entendu complètement différentes. Déjà là, ça a été très rapidement un des obstacles à la mise en œuvre des CVS. Pour autant, sur Ellipse, finalement, les usagers d'Ellipse ont été les seuls à avoir pu être représentés de façon assez régulière. Parce que Ellipse, on a beaucoup d'habitués qui viennent là pour les uns depuis l'ouverture, depuis 96, et qui font partie un peu des murs, qui se sentent aussi suffisamment légitimes auprès de leurs pairs pour aller les représenter devant le directeur, pour aller les représenter au niveau institutionnel, si ce n'est que finalement, donc souvent ça a été les deux mêmes personnes qui ont représenté les usagers d'Ellipse. Par contre, il n'y a jamais eu de président qui a été élu. Normalement, le cadre légal prévoit l'élection d'un président d'usagers. Au niveau de l'espace du possible, jamais les élections n'ont pu avoir lieu, tout simplement faute de personnes qui ont eu envie de prendre cette responsabilité-là, d'investir aussi cette instance-là. Et de toute façon, voilà, pour Ellipse, c'était pour faire remonter quoi? Parce que même si ces deux personnes venaient assez régulièrement, on va dire les 4-5 premières années, mais qu'est-ce qu'elles ramenaient comme parole lors de ce CVS? Moi, de ce que je me souviens, donc en fait, très rapidement, j'ai pu les accompagner au sein du CVS. Normalement, j'étais pas invitée, mais j'ai fait un peu des pieds et des mains auprès du directeur pour dire que ça m'intéressait et je souhaitais accompagner les personnes d'Ellipse à cette instance, vu que normalement elles devaient être accompagnées par le délégué du personnel, etc. Ça c'est le cadre légal encore. Et donc il y a une fois où les représentants d'usagers d'Ellipse ont utilisé un peu leur rôle pour défendre les autres usagers. C'était suite à une agression au couteau d'un des professionnels. Le directeur avait pris la décision de limiter le CARUD au service minimum, c'est-à-dire juste de l'échange de matériel, ne plus faire d'accueil collectif, pendant une durée illimitée. Donc bien sûr, toute une partie du public s'est sentie lésée, parce que injustement à devoir subir une sanction alors que c'était pas de leur fait, quoi. C'est une personne qui a agressé un collègue, c'est pas toutes les personnes. Donc elles ont sollicité l'usager qui allait au CVS pour qu'il aille rencontrer le directeur pour demander à lever la sanction. Ce qui a été négocié à condition qu'à côté de ça, à Ellipse, il y ait eu une réunion d'usagers. Et je crois que ça a été la première réunion dite de libre expression qui a été organisée au CARUD. C'était suite justement à cette sanction qui a mobilisé là pour une fois beaucoup de monde pour la réunion, des personnes qui sont venues exprès pour la réunion. Et ça a été à Ellipse, donc la première fois qu'il y a eu une réunion de ce type-là, et depuis, ça continue. Donc pour en revenir au CVS, voilà, c'est, si je me souviens bien, la seule doléance qui a été ramenée. Tandis que les usagers des autres services, eux, avaient des demandes très disparates. Notamment, je me souviens, les jeunes de la post-cure, donc c'est une post-cure pour adolescents et jeunes majeurs. Donc à cette époque-là, il y avait un représentant des résidents qui était de passage en post-cure et qui a ramené une demande des résidents qui était d'élargir d'assouplir la distribution des traitements le soir en week-end. Parce que les jeunes qui étaient sous traitement vivaient mal de devoir prendre leur traitement tôt le soir et de ne pas profiter de la soirée du week-end. Et donc cette question est remontée en CVS. Le directeur ensuite s'est retourné vers la médecine du travail, le CHSCT pour rester dans les clous et revenir après avec une réponse favorable. Donc voilà, ça illustre bien pourquoi ça peut exister le CVS, mais les limites donc du fait de public, des usagers qui fréquentent des services qui ont des projets complètement différents, donc des gens qui se situent à des moments différents. Il y a eu aussi une confrontation là qui n'était pas des plus cool entre ceux qui veulent soi-disant s'en sortir, ceux qui ne veulent pas s'en sortir. Ça illustre tout à fait aussi l'opposition qu'il peut y avoir entre les gens qui se disent les bons patients parce que ils sont dans une démarche de soins qui vise l'abstinence
et puis ceux qui sont en carude et qui osent parler de leur usage comme si c'était tout à fait normal. Donc de la part des personnes qui, elles, sont inscrites dans une démarche de soins qui vise l'abstinence, c'était insupportable. Insupportable que des gens puissent comme ça venir se présenter en tant qu'usagers. Donc voilà, c'est là aussi la complexité d'une instance qui se veut représentative de l'ensemble de personnes, finalement d'une dizaine de services quand même. C'est pas simple. Et donc, de peu à peu, les représentants d'usagers ont déserté cette instance. Donc, le CVS en tant que tel n'existe plus depuis environ 2010, je crois. Par contre, à Ellipse, donc là, je vais me recentrer uniquement sur Ellipse. Donc, on a développé des outils. Donc, il y a la réunion, dite de libre expression. On a un peu réfléchi sur la sémantique parce qu'on s'est rendu compte que c'est difficile quoi, de faire venir les personnes parce que c'est quoi l'intérêt de participer à cette instance? C'est loin d'être évident, c'est pas du tout... voilà, comme je disais tout à l'heure, les gens viennent avant tout pour se poser, etc. Donc on s'est dit, on va peut-être plutôt dire groupe de parole, le terme il est moins formel, peut-être que finalement dire réunion, c'est un peu rébarbatif. Bon, ça change pas grand-chose, ça dépend de l'actualité du moment aussi. Je me souviens d'une réunion où là, il y avait plus de monde parce que c'est en fonction des sujets de l'ordre du jour, bien entendu, qui va être présenté. Donc, ordre du jour qui est proposé par les membres de l'équipe et qui peut être développé, bien entendu, par les personnes qui fréquentent la structure. Là, maintenant, de plus en plus, on parle des consos dans les murs. Ça, c'est le sujet complètement d'actualité. Là encore, il va y avoir une opposition entre ceux qui accusent les autres de consommer dans la douche. Mais bon, c'est... voilà, ça peut être... C'est aussi ceux, des fois, qui se sont fait gauler en train de consommer, donc qui règlent un peu leur compte avec ceux qui se font pas gauler. Donc, et donc, c'est moi qui anime ces réunions, aux côtés de la chef de service qui représente la hiérarchie. Et moi, dans ma pratique, quand j'anime ces réunions, j'essaie de faire en sorte que la parole, bien sûr, circule le plus possible, que chacun se sente respecté dans son droit à la parole, dans sa prise de parole. En amont des réunions, j'essaie d'accompagner les personnes pour formuler justement les points qu'elles souhaitent évoquer. Pour leur faire de la communication aussi. Rappelle-toi, il va y avoir la réunion ce jour-là. C'est l'occasion pour toi de dire ce que tu m'as dit, que tu aimerais bien qu'on développe par la suite. Donc voilà, toujours de par mon intérêt, enfin mon investissement, forcément je suis impliquée j'essaie en tout cas de m'impliquer le plus possible dans ces instances-là, et je fais très très vite. Les autres outils, boîte à idées, cahier d'expression. Maintenant, de plus en plus, il y a des actions aussi qui se développent parallèlement au travail fait dans les murs. Donc des actions, oui, on parle de faire avec, c'est les grands thèmes. Pour le travail de rue, où on sollicite les usagers. Eux nous sollicitent aussi par moment parce qu'ils ont envie de nous accompagner, nous montrer des endroits. Où j'en suis ? À la fin, oui, on a pour projet, j'aimerais bien mettre en place, par exemple, un atelier basage coque, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a plus de gens qui consomment de la coque. À Lille, du crack, à Lille, la spécificité, c'est que les gens achètent leur coque, la base eux-mêmes, à l'ammoniac, pour la plupart, ne rincent pas leurs cailloux, donc avec des gros problèmes pulmonaires. Et donc d'où l'intérêt, moi, pour apprendre à avoir échangé donc avec les consommateurs de crack qui fréquentaient l'ISP, mais aussi avec les autres carudes, donc des carudes plus proches de la santé communautaire, tels que Aide, pour ne pas les citer, qui me font part d'idées où ils sont tout le temps dans la création d'outils comme ça qui associent les usagers. Et moi, je reconnais que je m'appuie pleinement sur mes collègues de Aide, sur mes collègues de Spiritech. En fait, à Lille, on a cette spécificité aussi, c'est que les carudes, on n'est pas du tout en compétition.
entre le médico-social, la santé communautaire. Alors, peut-être au niveau hiérarchique, mais là, ça, moi, c'est pas ma sphère, je ne gère pas. Pour des raisons de défense de projet, c'est possible hein, avec l'ARS, mais tandis que sur le terrain, en fait, on fait tous partie d'un collectif RDR régional, où une fois par mois, on se retrouve tous ensemble pour partager ensemble nos connaissances, pour partager les nouvelles tendances, pour partager les nouveaux outils, et toujours dans le but d'être au plus près des besoins du public accueilli. Voilà, donc moi je trouve qu'on fonctionne bien les uns avec les autres à Lille. Oui, bon, atelier basage coq. Et voilà, dernière chose, plus en perspective, depuis avril 2018, là c'est dans le cadre de l'Union régionale de la Fédération Addiction, dans le Nord. Donc il y a des groupes de réflexion qui se sont mis en place sur justement les concepts de co-construction et pouvoir d'agir, où l'idée étant après avoir comment dire, fait un recueil des pratiques, enfin après comment dire, que chacun puisse faire part de ses expériences, élaborer un recueil de bonnes pratiques, un référentiel de bonnes pratiques sur ces notions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors avant de passer aux questions, très rapidement, un rebond d'Alain Morette sur cette intervention. Oui, rapide, mais je voulais... Merci pour cette, plus que ce témoignage, cet exposé sur la réalité et la difficulté, mais aussi la réalité de ce qui se fait sur un certain nombre de terrains, pas si rare que ça, comme ce que vous venez de montrer à Ellipse, ou en tout cas à Sauvegarde, et dire à Georges que finalement, des choses peuvent bouger, enfin elles bougent, elles évoluent en ce moment, et l'important c'est peut-être de les faire connaître et de leur donner une résonance pour qu'elles puissent se développer véritablement. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et notamment au sein de la Fédération Addiction, puisque avec Lorraine qui est ici, j'anime tout un projet qui se déroule depuis 2 ans maintenant et qui va se dérouler encore quelques années sur le développement, à partir du savoir expérientiel des usagers, de développer l'implication et la coopération avec les usagers dans les structures et dans les pratiques. Et donc je peux témoigner du fait que des choses évoluent, des choses changent, et que ça me renvoie à ce que je voulais dire et répondre à Vincent tout à l'heure à propos du côté la loi, et pourquoi peut-être il faut pouvoir la dépasser, la dépasser d'une certaine manière, la subvertir. Parce que je peux témoigner aussi du fait qu'un certain nombre de structures appliquent strictement la loi, avec CVS, avec boîte à questions, avec machin, etc., mais qu'il n'y a aucune implication réelle des usagers, et que donc je pense que c'est un problème avant tout de conception, de façon de faire, de mode de relation, donc de culture relationnelle, que c'est ça qui est important. Et pour donner quelques exemples qu'on peut aller bien au-delà, et que le CVS n'est pas forcément la seule, par exemple, la bonne solution, la bonne structure à mettre en place. Ce que nous avons mis en place à Opélia, c'est entre autres une commission nationale usagers qui réunit tous les usagers qui veulent venir et qui sont à envoyer, et pour ça leur voyage est payé, etc., tout leur déplacement par leur structure, et où se discutent à la fois des choses aussi importantes que la meilleure définition de qu'est-ce que c'est que la paire aidance, qu'est-ce que c'est qu'un usager pair, comment on se professionnalise, quelles sont les formations qu'on peut faire. C'est la mise en place d'une formation mixte qui permet de promouvoir, avec l'aide d'ailleurs de Tim Grisson et puis d'Emmanuel Jouette pendant toute une période, donc des universitaires qui travaillent sur le rétablissement depuis longtemps, comment mettre en œuvre ces projets dans les structures, que ce soit par exemple un atelier d'aide d'éducation aux risques liés à l'injection, que ce soit un journal, que ce soit plein de choses, enfin très diverses. Donc une formation mixte qui veut dire qu'on tient beaucoup à ça, c'est-à-dire que
qu'il ne s'agit pas de cloisonner, de créer de nouvelles cloisons, c'est-à-dire les usagers vont se réunir dans un coin, puis les professionnels vont continuer à se réunir de leur côté. Tout ce qui est espace justement coopératif se base sur l'idée d'un décloisonnement et du fait qu'il y a cette mixité. Et cette volonté de mixité, elle est très importante dans notre réalité. Donc cette commission nationale peut traiter et traite aussi de sujets plus politiques ou plus de pratiques. Par exemple, je pense à l'utilisation du sulfate de morphine en substitution avec tous les problèmes que ça peut poser. Et nous avons beaucoup débattu avec des usagers de ces services-là pour pouvoir essayer de les améliorer avec donc des choses complexes. Hein. C'est notamment le fait que ça passe par l'injection. Or, l'injection n'est pas autorisée en tant que, enfin, à travers un traitement de substitution aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut jongler avec tous ces éléments-là et on fait progresser le protocole qui, à ma connaissance, n'est appliqué aujourd'hui que dans 2 structures d'Opélia, c'est-à-dire à la Rose des Vents à Saint-Nazaire et à Charonne à Paris. Donc, c'est pour vous donner un exemple. D'autres exemples de participation qui se sont développés et que je crois important de souligner, c'est qu'il n'y a plus aucune réunion d'évaluation interne. L'évaluation interne, c'est une obligation pour les établissements. Mais jusque-là, c'est fait entre professionnels pour voir comment si on fonctionne bien, etc., avec un référentiel. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune de ces réunions qui se passent sans usagers. Il y a systématiquement des usagers. De la même façon, toutes nos formations internes sont réalisées avec des usagers qui ne sont pas là simplement pour faire potiche, mais parce qu'ils sont formés pour être formateurs et qui viennent là pour former et participer à la formation en tant que formateurs. Et c'est des choses d'ailleurs qui, je le disais tout à l'heure, déclenchent des prises de conscience qu'on n'imagine pas et qu'on n'a pas avec une formation classique, avec un professionnel qui vient de dire comment il faut bien faire, etc. Oui, j'ai fini. Tout ça pour dire, et notre volonté aussi, dernier point, notre volonté de nous obliger nous-mêmes, c'est dans notre plan stratégique là, qu'on vient de définir, d'une part qu'il y ait des collectifs d'usagers dans tous les établissements, donc on se force, qu'on se donne cette obligation-là, c'est pas optionnel, si c'est possible, bon, on arrive, etc., mais de le faire. Et l'autre obligation qu'on s'est donnée, et qui a créé une certaine révolution, en tout cas dans des pratiques, c'est de se dire il n'y a aucune synthèse, aucune réunion à propos d'une personne sans la présence de cette personne. Vous savez, c'est pas si peu facile que ça à admettre, à comprendre, à mettre en place, etc. Mais voilà, donc tout ça, petit à petit, c'est des avancées, c'est des choses qui donnent des perspectives qu'il faut partager pour pouvoir mieux les arrimer dans les pratiques quotidiennes de nos établissements. Absolument, qu'on espère voir aller sur d'autres structures aussi. Bon, on va pouvoir prendre quelques questions si vous voulez. Donc, on a terminé sur les CBS, mais n'oubliez pas le baclofen et les premières interventions sur lesquelles on n'a pas eu de questions, où il y a aussi sans doute des choses à dire. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir? Bonjour, Patrick Favrel, association de CEF. Alors bon, moi je suis pas très fan de Serge Lama, je suis malade, complètement malade. C'est vraiment pas un truc qui me convient. Je voudrais revenir quand même sur cette notion de démocratie sanitaire et de travailler que sur un axe qui est en fait l'accès au matériel. Alors c'est un truc qui est quand même marrant parce que dans la salle, on doit être un paquet, avoir entendu au moins 2, 3, 4, 5 fois la présentation de Marie Geoffrey, Coquelicot, qui nous disait déjà que 1/3 des usagers avaient un accès difficile au matériel, que concernant l'Île-de-France et plus spécifiquement la Seine-Saint-Denis, 6 usagers sur 10 avaient un accès difficile au matériel. Pour autant, ça fait quand même quelques années, puisque le nouveau Coquelicot va sortir cette année, il ne s'est rien passé là-dessus. Il s'avère qu'il y a une étude européenne qui a été faite, et la France n'est même pas dans le top 5 de la réduction des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, en fait, elle est à, aujourd'hui,
150 seringues par usager et par an. En très clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire une seringue tous les 4 jours. Et on laisse ce truc se dérouler comme ça, sans l'ombre d'un problème. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dramatique. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est, bon, au niveau de CEF, on développe tout un concept sur la réduction des risques à distance, qui concerne des usagers, en fait, qui ne veulent pas ou n'ont pas accès, en fait, à des structures comme les XAPA ou les CARUD. Et on a eu une réunion très récemment avec la DGS, enfin, ça fait 6-9 mois qu'elle devait avoir lieu, et puis j'ai retrouvé le responsable de la DGS dans une autre réunion sur les hépatites avec la FEF. Et il nous a été répété un truc incroyable, qui était que la réduction des risques à distance devait nécessairement déboucher sur un truc qui était de remettre les usagers dans les XAPA et les CARUD. Donc, je tiens quand même à partager ce truc-là parce que ça montre deux choses. C'est que, un, il y a une incompréhension totale de la DGS, en fait, de ce qu'est ce concept de réduction des risques à distance. Et le deuxième point, c'est un truc qui est inénarrable. C'est-à-dire qu'on va complètement contre, finalement, les attentes et les besoins des usagers. Pour rebondir quand même sur ce que disait Georges, je pense que l'Observatoire des droits des usagers, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à vivre, parce que finalement, bon, il y a plein de cas. Je veux dire, nous, on en a un paquet. Aujourd'hui, par exemple, on fait partie des gens qui distribuent le plus de matériel, des gens qui sont sur le SLAM. D'accord ? Sur le SLAM, ça veut dire des distributions de 100, 200, 300 seringues, simplement pour un week-end. Je veux dire, donc, il n'y a pas de pharmacie qui soit capable de faire ça. On a des études aussi qu'on fait tous les 2 ans au niveau des pharmacies sur Paris et sur l'Île-de-France. Il serait vraiment intéressant qu'on associe et qu'on partage ce genre de choses, parce qu'il faut faire monter un peu le truc. Alors après, une dernière question à Alain Morel, c'est est-ce que le fameux comité national, là, il peut avoir une action sur cette affaire, ou est-ce qu'au moins on peut partager quelque chose avec toi? Laquelle d'affaire? L'accès du matériel. Attends, je veux dire, bon, moi je ne bouge pas, hein. Juste une chose pour quand même sur l'Observatoire des droits des usagers. Tu dis que vous avez plein de cas, donc je peux quand même te renvoyer la question pourquoi ça ne marche pas. On est beaucoup à avoir plein de cas. Quand on veut les transférer à l'ODU, là, on se rend compte d'où est la difficulté. Moi, ça m'est arrivé personnellement, et il y a plein de freins. Et un des premiers freins, ce qu'a dit Georges très bien, c'est l'anonymat. Les personnes, elles veulent souvent garder leur anonymat. Et un autre frein que tu n'as pas évoqué, que je trouve important, c'est la loyauté des usagers, qu'on observe souvent par rapport à leur médecin. Et ça, c'est quelque chose de vraiment surprenant, où on a des gens qui sont, alors on ne va pas utiliser des grands mots de victimes, etc., mais qui sont quand même le sujet de pratiques qui ne sont pas normales, mais ils ne veulent pas se retourner contre leur médecin parce qu'ils ont une loyauté envers lui. Le médecin, c'est aussi la personne avec qui ils ont un rapport privilégié, qui a parfois un rôle un peu de père, qui donne le traitement de substitution. Ils ne veulent pas non plus se mettre en porte-à-faux par rapport à leur structure. Enfin, en gros, l'ODU, pourquoi il ne vit pas déjà quand on dit qu'il y a 20 à 60 doléances par an, je ne peux pas considérer on ne peut pas dire qu'il ne vit pas, mais on se rend compte qu'il y a des freins, et si vous avez des cas, bah vous êtes bien placé pour savoir pourquoi on a du mal. Non, mais attends, le seul truc, c'est que nous, on garantit l'anonymat de A à Z, d'accord? Donc ça ne bougera pas. Oui, non, mais du coup, vous n'avez pas des cas avec des gens qui sont... Je dis, on en a tous les jours. Bon, merci. Je vais passer la parole à Alain pour te répondre. Parce que c'était quand même moi qui étais dans la question. Si tu as des cas... Tu connais le site, pourquoi ça ne tombe pas sur l'Observatoire? Après, en termes de vie, pourquoi l'ODU ça ne vit pas? Parce que déjà, moi, quand j'étais en place, j'étais à 5/6e de temps ou un truc du genre, avec des moyens très faibles, que l'ODU, il est censé s'occuper de faire vivre le site, de récolter les témoignages, de faire le tour des structures du terrain pour le faire connaître, pour faire en sorte que ces témoignages remontent, de faire du tissage de réseau, d'aller dans les commissions, parce que la démocratie en santé, c'est aussi d'avoir des représentants dans les institutions, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette machine à gaz que la démocratie en santé, où il y a des commissions partout, des recours partout, des pôles partout, c'est imbitable. Ça, en fait, la démocratie en santé, ça ressemble au parcours de soins d'un usager de drogue. C'est imbitable. Ça fait partie de ces grandes traditions de machine à gaz. Donc sur le côté comment ça vit, faudrait qu'on soit beaucoup plus financé, avec beaucoup plus de personnes pour l'animer. Et encore une fois, moi,
ce que tu me dis, des situations, moi j'en ai plein, je l'entends depuis X temps. Pourquoi ça tombe pas dans notre boîte mail? Khlas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alessandro Stella, Sud. Donc, comme vous savez, la Sud a été fondée après les Jantkebund hollandais et avant les américains, comme association qui revendique de la part des drogués le fait de pouvoir se droguer librement, en considérant un droit, et sans honte, et sans culpabilité. Et bien, ça continue à Sud, heureusement. Et d'autres associations comme Technoplus, Aide, TAP, françaises sont sur la même ligne. Et donc, je ne comprends toujours pas pourquoi, en reprenant la question posée hier par Martine, c'était pourquoi chez les alcooliques, il n'y a pas cette démarche. Parce qu'en attendant, notre ami de l'association des amis du baclofen, on se dit, oui, donc il y a des personnes qui se reconnaissent alcooliques et qui veulent en sortir. Et ils cherchent la molécule pour s'en sortir. Alors, si vous allez chez les alcooliques anonymes, vous allez vous en sortir par les groupes et les paroles ou en priant les bon Dieu. Bon, chacun fait comme il est, mais la démarche est toujours celle de vouloir aboutir à l'abstinence, en fait, s'en sortir de cette fléau qu'on se sent malade. Et là-dessus, je trouve que les propos d'Alain Morel restent quand même dans l'ambiguïté sur la maladie et l'effet de se droguer. Et on n'y échappe pas. Finalement, il faudrait tout faire pour s'en sortir de cette maladie. Faites ça avec le baclofen, faites ça avec l'autre, faites ça avec vos groupes d'amis, faites ça, mais il faut sortir de l'addiction et cesser l'addiction. Et pourquoi? À l'auteur de la modernité ou de l'archaïsme. Prenez les populations du Yémen, d'Éthiopie, de Somalie aujourd'hui. À moitié de la population, voire majoritairement au Yémen, y compris une minorité là, des femmes, ils s'arrêtent en début d'après-midi et ils marchent du 4, d'accord? Et c'est un rythme de vie, c'est une addiction, bien sûr, qu'elle soit une addiction physiologique ou psychologique ou sociétale ou des groupes, peu importe, mais ils ont choisi de faire ça, c'est rythme de vie. En marchant du 4, contrairement à un plan du cathénome, on ne met pas, d'accord? Et donc, pourquoi il faudrait que ce soit combattu? Pourquoi il faut être dans une logique de lutte contre ça? Toujours pas compris. Alors, bonjour. En fait, je me suis mal fait comprendre. Hein, le baclofen, effectivement, on est dans la même démarche de la réduction des risques et du contrôle de la consommation, puisque justement, l'abstinence n'est pas le but forcément de celui qui en prend, au contraire. Et ça a même amené des gens en soins, en fait, de se dire je vais pouvoir continuer à boire un verre de temps en temps, sans déborder, sans replonger complètement en enchaînant les verres. Voilà, et c'est ce qui arrive, il y a pas mal de gens et on revendique ça, hein, de pouvoir boire un peu de temps en temps, voire une fois un peu trop. Voilà, c'est une revendication tout à fait des gens qui prennent du baclofen. Et les abstinents purs et durs sont nos pires combattants, parce qu'ils supportent pas du tout qu'il y ait des gens qui consomment un peu quand ils veulent de l'alcool. On est vraiment après le rapport festif à l'alcool. Voilà. Alors, pourquoi la différence entre l'alcool et les drogues dures? Pourquoi il faut s'en sortir? Enfin, la différence, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y en a une en fait. Pourquoi vous vous dites on est différent et nous on dit on est malade? Alors il n'y a pas que moi qui dis ça, hein, c'est dans le bouquin d'Olivier Amezen. C'est pourquoi se dire ah mais en fait je suis vraiment malade, j'ai vraiment un souci que je peux soigner, ça soulage. C'est le propos tenu dans le bouquin d'Olivier Amezen et c'est le propos tenu par les gens qui prennent du baclofen. Je ne sais pas trop pourquoi ça vous choque, parce qu'en fait, ça ne fait pas de la maladie l'identité de la personne. Hein. Est-ce qu'un buveur est malade? Oui, un buveur. Non, mais il peut y en avoir. Oui, alors, mais alors, oui, sans doute, il y a sans doute.
Mais l'alcool, en fait, fait quand même 50 000 morts par an et puis des dégâts sociétaux terribles. Donc, oui, aussi. Oui, ouais. C'est un débat très intéressant, mais en plus sur le. Enfin, je pense que mais c'est bien de réfléchir à ça. Moi, j'ai rien contre le fait que vous disiez que vous êtes différents et que nous, on dise, en fait, on est content qu'on reconnaisse qu'on est malade. En fait. Il y a des usagers de drogue, il y a des usagers de drogue qui se considèrent comme malades aussi. Hein, ils sont très nombreux. Il y en a peut-être pas beaucoup ici, mais il y en a beaucoup. Peut-être pas toi, Fabrice, mais Patrick, mais il y en a beaucoup, je t'assure. Va du côté des narcotiques anonymes, tu vas voir. Quand tu voulais répondre. Oui, je voulais surtout lancer un message à Alessandro. Alessandro, président de la Sud. À propos de lutter contre, je crois avoir dit tout à l'heure, le problème entre toi et moi, c'est que moi, je suis chargé de soigner et de prévenir les addictions, d'accord? C'est mon boulot, c'est pour ça, c'est mon statut. Donc, il m'est difficile de prendre la position d'un usager et de revendiquer le droit à l'usager. Je le respecte et je pense que c'est important, même capital, que la société le respecte. D'accord? Et je pense, même pour faire jonction entre les deux, que soigner, c'est pas synonyme de accompagner à l'abstinence. On peut soigner sans que ça soit associé à l'idée d'abstinence, même de plus en plus maintenant. Ça, c'est difficile, c'est pas une évidence pour beaucoup de professionnels, mais c'est une réalité. Voilà, donc moi je préfère le terme d'accompagner parce que c'est ce que je pense qu'on doit faire, c'est notre rôle. On est payé pour ça, mais certainement pas d'obliger les gens ni d'être focalisés sur l'arrêt et l'abstinence. Je suis désolé, on me fait signe que vraiment là il est temps d'arrêter. Je vous propose de continuer les débats dehors parce que c'est vrai que là ça ouvre sur plein de questions. On va pouvoir discuter. Merci.